Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce troisième regard croisé de la Hard Leadership University, la HLU. Je me fais un plaisir de représenter la HLU ou de vous la présenter pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. C'est une université indépendante qui a pour objectif de faire émerger un mouvement de leaders qui décident, qui innovent, qui dirigent avec le cœur pour préserver l'humanité face à tous les défis que nous rencontrons au XXIe siècle. Elle est soutenue par la Jean-Noël Torel Fondation. Elle propose également un parcours de transformation, formation pour des dirigeants et dirigeantes, du cœur aux actes. Pendant 18 mois, ces dirigeants et dirigeantes ont l'opportunité de réexplorer leur rapport à eux-mêmes, leur rapport à la société, leur rapport à leur société, pour intégrer l'intelligence du cœur et une autre manière de faire dans leur pratique. La Hard Leadership University propose également des événements, de la recherche-action autour du leadership et de nouvelles formes de leadership. Et puis, Regard croisé, donc le rendez-vous que nous allons partager, savourer aujourd'hui, qui donne la parole à des dirigeants et dirigeantes auteurs, autrices, qui eux aussi, dans leur pratique, ont exploré une autre manière de fonctionner, se sont affranchis de la comptabilité et de la seule raison comptable pour intégrer l'intelligence du cœur dans leur société, dans leurs initiatives et retisser finalement un nouveau lien au vivant et au collectif. Merci donc d'être là. Il y aura des temps de questions, mais vous pouvez poser vos questions tout au long de l'événement. On fera une pause questions d'ici une vingtaine de minutes, puis à la fin de l'événement. Je suis Céline Mass, cofondatrice de Love for Livre, qui accompagne et aide des personnes à travers les livres et les émotions. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Dorothée Broways. Bonjour Dorothée. Bonjour à tous. Bonjour Dorothée, vous êtes présidente de Tech for Life. Vous accompagnez des acteurs de l'innovation pour ajuster leurs projets techniques au monde du vivant, vous allez nous raconter. Vous soutenez également des processus coopératifs pour générer de nouveaux modèles de production face aux urgences écosystémiques auxquelles on fait face, et aussi de nouveaux modes et modèles de comptabilité. On en a parlé lors du dernier regard croisé, donc on en reparlera probablement. Vous êtes biologiste de formation, ça a son importance, journaliste et fondatrice de Vivagora. Vous collaborez également à la revue Études et au magazine en ligne Up Magazine. Vous avez écrit 5 livres, d'ailleurs le même nombre de livres que Michael, dont l'un qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, qui s'appelle L'urgence du vivant vers une nouvelle économie, aux éditions Les Pérégrines, qui a été publié en 2018. Merci encore d'être parmi nous. Michael, je me tourne vers vous. Michael Valentin, vous êtes expert en stratégie, en transformation opérationnelle et digitale, spécialiste du secteur industriel, en particulier des usines. Donc, vous allez également en parler. Vous avez aujourd'hui une double casquette de fondateur dirigeant du cabinet OPO, spécialisé justement dans la transformation des usines. Et puis, vous êtes aussi fondateur d'un startup studio qui accompagne des startups qui font des software as a service, probablement que vous développerez, pour des entreprises industrielles. Vous avez également à votre actif 5 livres, dont l'un, je le mentionne, qui s'appelle Le modèle Tesla. Vous êtes allé sur place, vous avez exploré cette entreprise qui est Tesla, vous nous en parlerez. Et le livre qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est une dystopie, 2034, Bienvenue dans Perfect Life, où finalement vous racontez l'histoire de Cali, une entreprise qui a tout absorbé et qui nous menace et qui a face à elle des résistants et résistantes, des êtres humains qui vont lui donner du fil à retordre. Bienvenue Michael parmi nous. Bonjour. Bonjour. Pour commencer donc sur ce thème qui nous mobilise, qui nous intéresse évidemment toutes et tous, quel impact du digital sur l'humanité? C'est aussi un sujet qui est au cœur de la réflexion de la Hard Leadership University. On commence par une question un peu générale, mais j'ai envie de dire pour camper le décor. Au fond, quels sont les domaines pour vous deux? Et je commencerai par vous, Dorothée, que la technologie, que le digital menace, qui sont une menace pour l'humanité. Et peut-être en contrepoint, est-ce qu'il y a des domaines au contraire où les opportunités sont fabuleuses et qu'on doit saisir dès aujourd'hui? Dorothée, c'est à vous pour démarrer. Oui, c'est assez complexe parce que on voit pas tout de suite la dimension écosystémique et systémique, je dirais, du digital. Et il est difficile de séparer les différentes dimensions du digital. De façon très claire, au niveau des technologies, quand on vous parle, par exemple, du DDT ou de produits toxiques, vous comprenez tout de suite que ça pose problème, c'est pas compatible. Printemps silencieux, qui est le livre de Rachel Carlson en 62, on comprenait très bien que, eh bien, il y avait un problème de survie des oiseaux.
Là où le digital pose un problème, c'est si on le réfléchit en termes de justement de milieux, de nouveaux milieux de développement de l'humanité. Parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, c'était peut-être pas encore, on ne pouvait pas encore le dire comme cela il y a 20 ans, mais aujourd'hui, de par l'ensemble des outils qui sont à notre disposition et de par les usages comme celui d'aujourd'hui, de contact à distance, etc., eh bien, nous sommes immergés. Et donc, ce nouveau bain systémique engendre une manière de fonctionner de nos cerveaux, de nos systèmes de relations, de nos contrats, des systèmes de confiance qui sont totalement revisités. Et on ne peut pas donc immédiatement poser que telle ou telle application peut être toxique, mais là où on peut s'inquiéter, c'est quand la maîtrise n'est plus au rendez-vous. Et si vous constatez tout simplement l'effet des réseaux sociaux très utiles pour diffuser de l'information utile, eh bien, si c'est pour faire une propagande, comme on le voit actuellement avec la guerre en Ukraine, on est dans la dévastation et certains même parlent de nihilisme, comme Dominique Bourg, nihilisme parce que les mots n'ont plus de sens. Merci beaucoup Dorothée. Ce que j'entends, c'est que le digital porte en lui est un monstre qui porte en lui sa propre notre destruction et sa destruction, mais aussi une forme une dimension salvatrice, le pire et le meilleur. Est-ce que, Michael, vous partageriez ce constat? Oui, tout à fait, pour rebondir sur ce que disait Dorothée. Pour moi, il y a une triple menace en fait avec le digital qui en fait est un accélérateur. Et au-delà du digital, je parlerai de la donnée et de la manière à laquelle la donnée est utilisée dans cette nouvelle révolution industrielle. Pour moi, il y a à la fois un risque politique, un risque philosophique et un risque économique. Politiquement, moi, ce que j'ai pu constater justement, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, en allant de la Silicon Valley à Shenzhen, dans tous les écosystèmes qui sont très en avance sur l'utilisation de la donnée, c'est qu'en fait, vous avez une concentration du pouvoir qui est très forte, parce qu'en fait, le digital crée des situations plutôt monopolistiques. On voit, c'est le cas de Tesla, de Google, d'Amazon, chacun sur leur verticale sont très en avance sur les autres acteurs. Et en fait, les patrons de ces boîtes-là deviennent très, très influents sur la politique en général et ont un rôle qui devient quasiment parfois plus important que les chefs d'État. Et pour moi, le risque politique, c'est que les citoyens soient dépossédés du fléchage des politiques publiques, parce que ces gens-là ont tellement d'argent que ce qu'ils décident de faire, même à titre personnel dans des fondations, va avoir un vrai impact sur ce qui va se passer dans les pays, et donc va potentiellement influencer d'une autre manière que le politique peut le faire. Deuxième risque, c'est philosophique. En fait, quand ces gens-là ont une vision du monde qui est très particulière, donc par exemple dans la Silicon Valley, vous avez beaucoup de gens qui croient au transhumanisme, qui ont une vision voilà, qui est la leur, en fait, que je ne juge pas, mais en tout cas, ils ont cette vision de l'avenir de l'humanité. Et comme ils sont très hégémoniques en fait en termes de pouvoir capitalistique, ils vont avoir une tendance à imposer cette vision sur l'ensemble du monde économique, et donc à avoir aussi là un rôle important dans le débat politique. Le dernier aspect, c'est un rôle plutôt économique en fait. Moi, je suis un spécialiste plutôt des usines, mais d'une manière générale des process et des transformations dans le secteur économique. Et en fait, avec si on pousse très très loin le digital et la data, on voit qu'on peut automatiser énormément, pas seulement les tâches physiques, hein, c'est pas seulement mettre des robots, mais c'est surtout d'automatiser des tâches intellectuelles. Et donc, on peut se poser la question avec le digital d'une émergence de peut-être la fin du travail, ou en tout cas de la fin de la classe moyenne. Et ce qui veut dire que à terme, on peut imaginer un monde où les gens seraient au revenu universel, qui pour moi est un monde totalement déprimant, c'est-à-dire que on a un monde où en fait on a quelques personnes qui détiennent des entreprises très très puissantes en haut, et on a des gens éventuellement qui sont sur le terrain, et puis entre les deux, on n'a quasiment rien, et donc une société un petit peu déprimante. Voilà. Après, ouais, vas-y, ouais, pardon. Allez-y, non, je vous en prie. Non, je ne sais pas si on enchaîne sur les côtés positifs, parce qu'il y en a aussi plein, évidemment, mais je ne sais pas si vous voulez que je développe cette partie-là. Mais allez-y. Alors, juste, ça m'inspirait, ce que vous venez de dire, c'est la classe des inutiles dont parle Harari. Quand vous dites c'est déprimant, et c'est vrai que ce terme, la classe des inutiles, qu'il emploie dans son dernier livre, c'est un peu ce que vous dites, et c'est terrifiant parce que par rapport à la dignité dont on peut avoir besoin pour construire sa vie, à partir du moment où on se sent inutile, beaucoup d'autres sujets sociaux en découlent. Oui, allons-y sur les opportunités aussi, puisqu'il y a le balancier, la menace, le pharmacone. C'est le poison, mais c'est aussi le remède. Qu'est-ce que vous en dites?
Non, mais sur les points positifs, il y en a aussi énormément. Et c'est ce qui fait que ce sujet est un sujet complexe et qu'il est basique pour moi. Évidemment, le digital est un accélérateur et le traitement de la donnée et les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, c'est prometteur de résoudre beaucoup des défis de ce monde. Et je pense que Dorothée est plus experte que moi sur ces sujets-là, mais de résoudre des maladies du cerveau, de l'accès à l'Internet pour l'ensemble des personnes sur la Terre, de créer beaucoup plus de transparence de bout en bout sur les chaînes de valeur et donc de donner une éthique beaucoup plus forte. Par exemple, sur les chaînes de production que je connais très bien, au consommateur final sur comment son produit a été fait, est-ce qu'il respecte l'emploi local, est-ce qu'il respecte le travail des enfants, est-ce qu'il respecte la planète. Euh, on voit aussi que c'est l'opportunité d'être beaucoup plus productif dans les pays riches, enfin dans les pays les plus développés. Donc, par exemple, grâce au digital, l'industrie peut redevenir compétitive dans les pays comme les pays de l'Europe de l'Ouest ou aux États-Unis ou dans des pays où l'industrie avait tendance à disparaître. Et donc, c'est une opportunité de recréer de l'emploi local. Et pour la planète, c'est plutôt bon parce que ça permet de faire des cycles courts. Au travail aussi, d'une manière plus concrète et très quotidienne, le digital, ça permet d'automatiser des tâches, comme je le disais, mais ça permet d'automatiser des tâches très pénibles. Enfin, dans les usines, par exemple, secteur que je connais bien, un responsable de proximité passe environ 15 à 20% de son temps à faire des tâches administratives qui n'ont aucune valeur ajoutée, qu'en général, les gens détestent faire. Le digital, c'est se permettre de ne plus avoir ça à faire et de se concentrer du coup sur d'autres choses qui sont beaucoup plus valorisantes, comme développer ses équipes et donc avoir un rôle beaucoup plus actif vis-à-vis de ses équipes. C'est aussi la liberté d'entreprendre. Et ce qui est intéressant, je trouve, avec le digital, enfin, dans les entreprises, hein, c'est que on voit que avant, en fait, le paradigme, c'était plus on est ancien dans une entreprise, plus on est expert. Et donc, les jeunes qui arrivent doivent petit à petit se former. Ce qui est intéressant, et je suis le premier qui est concerné parce que je travaille beaucoup avec des startups, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail à 22-23 ans sont souvent plus experts que nous sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc, il y a une sorte de balancier qui est intéressant de partage de compétences sur ce secteur-là qui est hyper, enfin voilà, où les jeunes arrivent et tout de suite ont quelque chose à apporter aux autres. Et donc, c'est très transmissif en fait. Et donc, c'est assez enthousiasmant, je trouve. Une sorte de reverse mentoring. Merci Ah, pour complètement. vraiment cette synthèse rapide. Dorothée, vous, par rapport aux opportunités du digital, notamment sur le vivant, qui est votre, j'ai envie de dire, votre terrain de prédilection, qu'est-ce que vous diriez? Oui, alors je pense qu'il y a quand même une promesse qui n'est pas au rendez-vous. Pour avoir fait mes études dans les années 80, où on parlait de human genome, la cartographie du génome humain. Donc effectivement, on a établi ces repères. On sait désormais refaire un génome synthétique. Hein. Vous connaissez les travaux de Craig Venter. On en arrive à donc être capable de faire le CRISPR-Cas9, c'est-à-dire cette technique de greffe d'un bout de gène au bon endroit sur mesure, comme pour faire du copier-coller dans l'édition de texte, c'est une fiction. C'est une fiction parce que le vivant n'est pas un code. Et donc l'analogie qui a été menée tambour battant depuis 40 ans, euh, certes aboutit à certains possibles, mais aussi à des grosses limites. On a bien vu que certaines thérapies géniques sur des enfants immunodéprimés avaient créé des problèmes et qu'on tâtonne quand même. Hein. Bien sûr, on ne peut qu'espérer que les choses fonctionnent, mais je signale simplement que depuis 40 ans, on a découvert l'épigénétique, c'est-à-dire l'importance de l'environnement pour faire parler les gènes. Donc, c'est donc pas comment dire, univoque le langage du vivant. Le vivant parle en contexte. Le vivant est une histoire. Le vivant est une relation. Le vivant inscrit l'expérience dans la matière. En aucun cas, le digital n'est capable de faire cela. Et les analogies qui ont été menées, je pense d'ailleurs à une exposition qui a eu lieu à Beaubourg il y a 2 ou 3 ans, La fabrique du vivant, faisaient croire que l'histoire du digital était comme un socle de déploiement pour la compréhension du vivant. Il faut bien voir qu'il y a dans notre affaire une lecture historique à avoir. Comme l'a indiqué Gunther Anders après-guerre, nous sommes tombés juste après la guerre sur une rupture de confiance en l'homme, la honte vis-à-vis de l'homme,
l'obsolescence de l'homme. Vous connaissez ce livre. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait simplement que nous n'arrivons pas à maintenir notre adhésion à notre condition humaine. Et pourquoi pensez-vous que la cybernétique soit apparue juste à ce moment-là? Eh bien, c'est justement pour tenter de faire avec la technique ce que la politique n'a pas su faire. Et Peter Sloterdijk a très bien incarné cette vision-là dans les règles pour un parc humain, où il expliquait que désormais, nous allions développer des technologies pour encadrer l'indétermination de l'homme. Et c'est là que je pose une question vraiment de fond, qui est une question vraiment de responsabilité collective. C'est est-ce que nous voulons adhérer à la liberté qui est la nôtre et qui permet, par la diversité des humains, de leur manière d'être au monde, d'assurer de la résilience, ou est-ce que nous sommes plus rassurés par des automates qui font toujours la même chose, même s'ils ont du deep learning, même s'ils ont des tas de compétences, mais dont l'autonomie n'est pas inscrite dans l'organique comme est le vivant. Donc ça, je dirais, c'est un point extrêmement important. C'est peut-être un peu une diversion que je fais là, mais on ne peut pas aborder la réflexion que l'on veut avoir sur nos responsabilités, donc c'est-à-dire répondre à un monde qui est en crise, un monde qui a comme première injonction à s'occuper de maintenir la Terre habitable. Face à cela, que je sache, on n'arrive même pas à évaluer l'empreinte du numérique. Vous avez lu le livre de Guillaume Pitron, L'enfer numérique. On n'arrive pas. C'est une sorte de fuite en avant. Et là, je pense qu'il faut aussi interroger la trajectoire technique, parce que je me suis beaucoup intéressée dans les années 2000 à la convergence des technologies. Cette convergence des technologies, elle fait travailler ensemble les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences de l'information et les cognisciences, mais pour aller jusqu'aux algorithmes financiers. Nous sommes donc bien face à une programmation d'un technomarché qui n'est plus du tout compatible avec le projet humain, puisque vous voyez qu'il y a un enrichissement colossal actuellement avec la pandémie et avec la guerre en Ukraine, pendant que les gens vont crever. Je suis un peu rude, hein, mais non. On est là. Et nous ne pouvons pas collectivement ne pas poser ces sujets-là sur toute entreprise. J'ai eu une discussion avec Nicolas Sekaki il y a quelque temps, quand il était encore PDG de IBM France. Toute entreprise doit s'interroger, non pas en termes d'éthique des sciences, parce que ça c'est sur le bord, mais sur la raison d'être de son entreprise. Et est-ce qu'elle contribue à une promesse réelle de répondre à l'habitabilité de la Terre ou pas? Parce que ça va être discriminant avec la taxonomie, avec le contexte européen. Non, vraiment, vraiment, ne vous excusez en rien. Je trouve que les quelques minutes qui viennent de s'écouler étaient d'une très grande profondeur. Vous m'avez personnellement captivée, notamment quand vous avez posé le point à ce que la technologie, pour résumer, hein, prend le pas finalement sur ce que la politique n'aura pas réussi à faire. Et croyant profondément à la politique, je pense que ce sont des questions très, très, très importantes que vous posez. Néanmoins, on arrive à l'entreprise parce que c'est notre angle du jour. Et donc, vous évoquiez Nicolas Sekaki. Je me tourne vers vous, Michael. L'entreprise, dans tout ce panorama à la fois menaçant mais plein d'opportunités, qu'est-ce qu'elle peut faire? Comment elle peut résister à la seule comptabilité? Comment elle peut régénérer le vivant? Enfin, tout ce que vous avez dû étudier d'assez près d'ailleurs aux États-Unis et dans d'autres territoires. Ouais. Alors déjà pour moi, le point de départ, c'est pourquoi est-ce qu'on attend de l'entreprise qu'elle joue ce rôle-là? C'est que je pense que malheureusement, le rôle du politique et de l'institutionnel est de plus en plus démonétisé, en tout cas dans les démocraties occidentales. Et on voit que même les corps intermédiaires ont tendance à avoir moins de grippe sur la société. Et du coup, les gens se tournent vers les figures de proximité qui sont, je pense, les dirigeants dans les entreprises et par exemple le maire dans la ville. Donc on a
des gens, c'est une sorte de décentralisation, si on veut, qui peut être salvatrice d'une certaine manière, puisque ça veut dire qu'on se rapproche finalement des lieux où se situe l'action. Mais en tout cas, l'entreprise, je pense, a un rôle de plus en plus important à jouer, parce que je ne pense pas que les grands défis qu'on a sur la planète pourront se résoudre uniquement par du cadre réglementaire et par, malheureusement, que par la politique en elle-même seule. Et donc, en quoi je pense que l'entreprise peut jouer un rôle. Pour le coup, c'est à la fois aussi pour le meilleur et pour le pire. Je pense qu'il y a de plus en plus une conscience des dirigeants. Moi, je travaille tous les jours avec des dirigeants hein, dans l'industrie, de la petite PME qui fait 20 000 € de chiffre d'affaires au grand groupe du CAC 40. En fait, il y a cette prise de conscience très nette des dirigeants d'un rôle qui est plus qu'économique et donc de définir une mission qui va bien au-delà. C'est ce que fait très bien, par exemple, Tesla, qui est un exemple pour le coup de la Silicon Valley, quand Tesla se définit pas comme un constructeur automobile, mais comme un acteur de la transition énergétique. Et donc ça a plusieurs intérêts parce que ça répond évidemment à l'aspiration de la société, mais ça permet aussi d'être beaucoup plus attractif. Donc c'est aussi intéressé, bien entendu, quand on a ce genre de déclaration. Ceci dit, pour moi, la clé, c'est comment ça se traduit concrètement dans les comportements dans l'entreprise. C'est-à-dire que, vous savez, quand on voit à l'entrée des entreprises, souvent des valeurs qui sont affichées, entraide, solidarité, voilà, efficience, agilité, voilà, service client, tous ces grands mots, en fait, il y a des entreprises où c'est incarné, parce qu'il y a en fait des mécanismes formels qui permettent que ce soit incarné à la fois par les dirigeants, mais aussi dans le quotidien des équipes, avec une certaine façon de piloter la performance et la façon avec laquelle on travaille. Et puis il y a des entreprises où on sait très bien que c'est totalement faux, et où entre le discours qui est théorique, qui est affiché, et ce qui se passe concrètement quand on passe du temps avec les équipes ou les clients, c'est complètement décalé. Donc très clairement, pour moi, l'entreprise a un rôle à jouer pour faire une synthèse. Ça commence par les dirigeants qui doivent définir une forme de raison d'être qui est bien au-delà de l'économie. Si possible, de le faire collectivement, parce qu'une entreprise, c'est un groupe qui, pour le coup, si on parle du vivant, qui pour moi est un espace vivant, en fait, où en fait chaque personne est une partie du corps qui est une entreprise, qui est interfacée aussi dans son écosystème. Et en fait, c'est en le faisant comme ça, vraiment de manière interfacée et collective, qu'on arrive à définir une raison d'être qui va prendre du sens et qui va faire qu'on a un projet qui est vraiment enthousiasmant pour la société. Et puis dans le pilotage aussi, vous l'évoquiez, vous, Oui. Dorothée, de votre fenêtre par rapport aux entreprises, donc comment les entreprises peuvent-elles devenir contributives? Je reprends là le terme du livre de Fabrice Bonifay qu'on a reçu la dernière fois au dernier Regard croisé. Quels sont les outils qui existent? Est-ce que vous avez des exemples à partager aussi avec nous? Oui, tout à fait. Alors, j'ai l'occasion aussi beaucoup d'interagir avec des grands groupes comme Danone, Veolia, La Poste, etc., qui font partie de l'alliance Compta Régénération de Tech for Life, qui est une alliance qui s'intéresse à la comptabilité, non pas pour, je dirais, rester sur les nombres, mais pour que la comptabilité soit augmente ses dimensions d'analyse et considère ce qui va être incontournable, c'est-à-dire le capital naturel et le capital humain, qui sont des facteurs de production et dont il va falloir penser la compensation, hein, donc l'amortissement plus exactement, plutôt que la compensation, pardon. Alors, ces acteurs-là utilisent bien sûr la question, le monde digital. Évidemment que les métriques sont un espace de fabrique de data. Et là, le problème qui se pose, qu'il va falloir adresser de manière très, très forte, c'est l'accès, tout simplement. Puisque si les datas sont payantes, comment voulez-vous répondre quand vous êtes une PME qui doit répondre à la taxonomie au-delà de 500 salariés? Comment voulez-vous répondre si vous devez payer vos données? Donc ça, c'est un premier point. Après, vous avez des problèmes de système, d'architecture d'information. Donc là, vous avez des grands opérateurs comme SAP, comme Dassault Systèmes, qui ont des responsabilités extrêmement fortes sur c'est quoi les représentations, c'est quoi ce qu'on va considérer, ce qui est une question philosophique, pour dire que ces sujets-là n'appartiennent pas aux techniciens, mais au monde collectif de la fabrique des biens communs. Et quand vous voulez prendre en compte le vivant, ça veut dire que vous allez devoir considérer un certain nombre de conditions d'existence du vivant qui sont des choses assez intégrées, l'eau, la continuité des milieux, l'innocuité de l'environnement, tout un tas de choses, la résilience, la possibilité d'entrer en relation avec tout un écosystème.
Et donc cela, pour l'appréhender, pour le structurer, vous allez avoir donc des constructions qui sont aujourd'hui le fruit de travaux qui sont totalement confidentiels, qui n'appartiennent absolument pas à l'espace public. C'est la raison d'être de l'Alliance Compta Régénération, puisque nous l'avons conçu en structurant 7 collèges différents qui associent les ingénieurs du chiffre, donc les Big Four notamment, enfin les sociétés de conseil, d'audit et de comptabilité, les entreprises, les entreprises financières, les académiques. Vous savez que là, les grandes écoles proposent des modèles comptables qui n'ont pas forcément les mêmes arrière-plans conceptuels. Vous avez les ONG, les pouvoirs publics et les startups. Et donc cet ensemble-là nous semble extrêmement important à tenir ensemble pour appréhender une comptabilité globale. Et peut-être pour compléter ma réponse, il me semble que je voudrais citer là 2 exemples d'entreprises qui ne sont pas des grosses entreprises, mais qui montrent que le numérique peut tout à fait venir au service à la fois de la compréhension de nos milieux et de la démocratie. Le premier concerne une entreprise qui vise à analyser la qualité de l'air. Et donc les gens achètent un capteur, renseignent donc en circulant sur la qualité de l'air, et cela crée une cartographie de villes de par le monde entier. Cette entreprise s'appelle Plume, et donc Plume fait un travail à viser vraiment de démocratisation de l'information qui n'est pas forcément si évidente quand on sait que la plupart de nos aires, de l'air de nos villes n'est pas conforme aux limites européennes. Deuxième exemple concerne la relocalisation, c'est aussi un impact positif, c'est celui de We Trade Local, de l'entreprise de Hortense Arang et Chloé Rossignol, dont le point d'application est Fleurs d'ici. Et bien là, il s'agit de reconstruire les filières de l'horticulture pour produire les fleurs en France et non plus en Afrique, en passant par les Pays-Bas. Et donc ça, c'est aussi un exemple très, très prometteur d'une capacité, en mettant en lien les acteurs, de refabriquer une architecture d'acteurs efficaces pour cette industrie horticole. Donc, c'est possible. Merci Dorothée pour ces exemples. Avant qu'on prenne des questions, je suis sûre qu'il y a des questions. Merci encore d'être avec nous. Vous êtes nombreuses et nombreux aujourd'hui. Une question pour vous, Mickaël. Vous avez écrit une dystopie, ce qui est une forme intéressante finalement, la fiction, pour aborder des sujets complexes, comme on le disait tout à l'heure. Est-ce que justement pour vous, l'art ou la création, et Dorothée, vous pourrez rebondir, c'est une bonne façon pour les entreprises de sensibiliser leurs équipes et même au-delà, la société, voire les plus jeunes générations? Ouais, en tout cas, la raison pour laquelle j'ai écrit cette dystopie, c'est que, comme vous le disiez avant d'écrire cette dystopie, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le modèle Tesla, qui est un livre qui décrit comment fonctionne l'entreprise créée par Elon Musk avec les ingrédients qui sont réplicables ailleurs, et qui est plutôt un livre pro-digital, en fait, qui explique comment le digital peut aider à transformer les entreprises industrielles pour un certain nombre de bénéfices qui sont à la fois la compétitivité, l'attractivité, les nouveaux modèles d'affaires, mais aussi le respect de la planète, enfin tout un tas de choses. Et en fait, me méfiant de moi-même et de mes propres biais cognitifs, j'ai eu envie de prendre un peu le contre-pied pour voir aussi les excès possibles de ce monde-là, qui est un monde qui, comme on le dit depuis le début de cette discussion, a des bénéfices, mais va avoir aussi un certain nombre de risques. Et en fait, pourquoi j'ai pris la décision de l'écrire sous forme de roman, j'ai trouvé que ce serait beaucoup plus incarné, et surtout j'avais envie de se projeter dans un futur assez proche pour que ce soit un futur dans lequel on puisse s'imaginer vivre 2034. On sera tous, j'espère, autour de la table encore là en 2034. Et donc dans ce roman, je fais des parallèles entre 2019, la situation de 2019 et 2034, en montrant comment ça peut dégénérer assez rapidement, et donc en quoi aujourd'hui on peut décider d'agir pour éviter que le pire se passe en 2034. Et en fait, pour répondre à votre question complètement sur la notion d'art, je trouve que le fait de se projeter sur des personnages vivants qui tous ont aussi leur complexité, bien entendu, puisque comme je le disais tout à l'heure, c'est pas noir ou blanc, c'est en fait évidemment assez gris. Il y a des choses qui sont positives, d'autres plus négatives, mais même dans ce nouveau monde qui est quand même assez noir, que je décris en 2034, où en fait une entreprise détient
la plupart des capitaux du monde et donc décident de plein de choses, et où le travail a quasiment disparu et tout le monde est au revenu universel. Donc ça fait peur, mais ceci étant dit, il y a quand même des contrastes. Et le fait de le raconter comme un roman, ça permet de mettre beaucoup plus en lumière, je trouve, ces contrastes, plutôt que de l'avoir de manière très, très structurée comme un consultant, où on va avancer des concepts, mais qui seront du coup beaucoup moins incarnés. C'est aussi une forme de liberté. Oui. Je propose peut-être qu'on prenne des questions et Dorothée, vous pourrez rebondir éventuellement sur l'art après, quand on parlera de la deuxième partie au début. Alors, une question, finalement, il y en a deux qui se recoupent, hein, je vous les donne pour tous les deux. Étant donné que la technologie développe les usages et que les usages incitent la technologie à se développer, la question est jusqu'où est-il raisonnable d'aller et connexe à celle-ci, l'économie de l'usage ou de la fonctionnalité avec l'abonnement ou la location ne va-t-elle pas rebattre les cartes du numérique à impact positif? Donc, on a deux versants d'une même question, si j'ose dire. Qui veut répondre? Dorothée? Moi, je veux bien répondre, mais Michael? Allez, Michael et Dorothée Alors, ensuite. si on prend l'économie de l'usage, en fait, toujours la même chose, je suis désolé, mais je vais avoir les côtés positifs et négatifs. Si on pousse très loin l'économie de l'usage, en fait, l'avantage, c'est qu'on utilise beaucoup mieux les actifs, en fait. Si on prend l'exemple d'Airbnb, bah voilà, idéalement, à terme, on a besoin de construire moins de logements puisqu'on partage beaucoup plus les logements. C'est la même chose pour la voiture, hein. À terme, on peut imaginer qu'une voiture qui est utilisée environ 2% de son temps aujourd'hui, si on arrive à faire de l'autopartage, et ça passe par la technologie parce que ça veut dire qu'il faut avoir des voitures connectées qui peuvent parfois se conduire toutes seules, etc. Alors, si on utilise les voitures à 90% du temps ou même 50% au lieu de 2%, on a besoin de beaucoup moins de voitures, donc beaucoup moins d'infrastructures routières, donc on peut développer d'autres choses dans les villes et donc on peut avoir des philosophies, des architectures de villes très différentes. Donc ça peut être un côté très positif de l'économie de l'usage, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus respecter les actifs et du coup les ressources parce qu'on va moins consommer et on va être sur une démarche beaucoup plus circulaire. Ça, c'est le premier aspect. Le côté négatif par rapport à la question d'avant sur les usages qui entraînent, en fait, quand vous faites un produit digital, l'idée c'est que vous allez faire un produit dont les gens ont besoin de se servir tous les jours. On appelle ça l'effet brosse à dents. Et s'ils se servent du produit tous les jours parce qu'ils l'adorent, ils vont générer de la donnée. Et à partir de ces données, vous allez pouvoir améliorer le produit et donc avoir de plus en plus d'utilisateurs qui eux-mêmes génèrent de la donnée. Donc c'est un cercle vertueux qui vous permet d'avoir de plus en plus d'utilisateurs. Le risque de ça, j'en ai déjà parlé, c'est que comme vous êtes vous allez avoir énormément d'utilisateurs sur votre marché, vous finissez par avoir quasiment des situations de monopolistiques. Parce qu'en plus, souvent, ces produits-là sont gratuits, si on pense à Google. Donc pourquoi est-ce que vous prendriez un produit qui est un petit peu moins bien si en fait c'est gratuit? Vous prenez forcément le numéro 1. Et on voit que par exemple, sur ce secteur-là, Yahoo a quasiment disparu. Il ne reste plus que Google. Il y en a quelques-uns d'autres. Et donc, ça crée la situation que j'évoquais tout à l'heure de ceux qui gagnent tout et sont très riches et très puissants et continuent à pouvoir innover parce qu'ils ont toujours de plus en plus de capacités d'innovation. Chez Google, hein, il y a la moitié du temps des ingénieurs qui est passé à de l'innovation, ce qu'ils appellent la user discovery. Ils peuvent se permettre d'avoir la moitié de leurs ingénieurs qui ne passent du temps qu'à innover, en fait, qu'à chercher des nouvelles sources de business qui déboucheront pas forcément. Mais voilà ce que ça crée. Et ça crée potentiellement la situation que je décris en 2034, c'est-à-dire une entreprise tentaculaire qui, en fait, détient tous les verticaux de l'économie et qui décide à peu près de tout ce qui se passe dans le monde, quoi. Dorothée, peut-être un rebond sur cette question et en intégrant une autre question que je trouve très importante aussi par rapport au projet de la Harvard Leadership University, c'est comment faire face à une contrainte majeure qui est le temps disponible des dirigeants qui font passer ces enjeux après leurs vraies urgences quotidiennes. Voilà. Il y a ces deux questions maintenant, vous pouvez les traiter les deux ou celles que vous souhaitez aborder. Le temps disponible, il n'y a pas que celui des dirigeants. Bon, si on en reste dans le monde de l'entreprise, le sujet que vient d'évoquer Michael, il peut y avoir aussi beaucoup d'effets rebonds par l'amplification, etc. Moi, je me demande si on n'est pas aussi dans une vulnérabilité croissante, parce que tous ces systèmes qui vont être, je dirais, étayés par un espace numérique, l'Internet des objets qui se développe. Qu'en est-il face aux pannes, tout simplement, quand même? Qu'en est-il face aux cyberguerres? Donc, pour moi, la question de la vulnérabilité, dans un contexte qu'on a tout à fait en tête au vu des images que nous recueillons depuis 15 jours, tout à fait monstrueuses, je vois pas très bien comment est-ce que on se débrouille avec cela. Ensuite, alors concernant l'attention du dirigeant et la hiérarchie de priorité, donc je l'ai un peu indiqué tout à l'heure, s'il y a une transformation à assumer, et pour revenir justement de la 4e session de la Convention des entreprises pour le climat, qui était centrée sur justement technologie et vivant, et sur la réflexion sur le progrès. Vous savez que nous avons publié un manifeste pour refonder le progrès à Tech for Life avec entrepreneurs d'avenir,
qui pose un progrès totalement différent de ce qu'on a connu dans la modernité, c'est-à-dire un progrès non pas de l'émancipation, mais un progrès de l'adhésion au vivant, qui change complètement la donne dans la manière d'être au monde. Si nous allons dans cette direction-là, nous avons un pas de côté par rapport au développement du digital qu'on est en train de prendre. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas, et je dirais c'est ancien, parce que vous avez évoqué le fait que j'avais créé Vivagora, l'agora du vivant, c'est que le débat sur la compréhension de où nous emmène le digital, où nous emmènent ces démarches-là qui sont systémiques, donc cette écologie digitale, le débat n'existe pas sur la 5G, sur enfin le débat général de nos choix. On dit qu'il faut juste être dans la course. C'est pas cette histoire. Alors justement, ça c'est une excellente, encore une fois, transition sur notre partie 2 sur les dirigeants, dirigeantes. Vous en avez parlé, qui jouent un rôle majeur et qui ont une responsabilité essentielle dans ce mouvement, dans ce dont on est en train de parler. L'intelligence du cœur, donc courage, empathie, intuition. Est-ce qu'il faut justement du courage de la part de certains dirigeants pour, j'ai envie de dire, jeter le pavé dans la mare et dénoncer et mettre en œuvre des garde-fous effectifs contre les dérives du digital? Qui veut? Bah, écoutez, moi je dirais que Bruno Patino, en tant que dirigeant d'Arte, je ne sais pas s'il lui faut beaucoup de courage pour sortir Tempête dans le bocal, la nouvelle civilisation du poisson rouge. Donc ce livre qui explique que bah, on n'a plus qu'une mémoire de 8 secondes qui fonctionne. Vous voyez bien qu'il y a aussi une détérioration de nos capacités d'attention. Que les jeunes Américains passent 5 heures par jour devant un écran, non pas pour se cultiver, mais pour se divertir. Regardez les gens d'ailleurs dans les transports en commun, c'est pas du tout. Ils essayent de se vider la tête, hein, c'est ce qui se passe. Donc là, la question, c'est cette question du courage. Je pense que tout le monde a l'intuition qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Tout le monde, en prenant le RER avec peut-être son enfant ou son petit enfant de 3 ans et demi, se dit c'est quand même bizarre que mon enfant là, il voit que des gens qui sont en train de regarder un truc qui est à 10 centimètres de leurs yeux et qui se saluent même pas. C'est pareil, un peu étrange quand même comme civilisation qui se targue d'être au plus haut degré de la culture. Donc, on a quand même quelque chose là qui est complètement plein de contradictions. Moi, je constate que l'injonction contradictoire est partout. Et s'il y a un courage à avoir, c'est d'instruire ces injonctions contradictoires au sein même de l'entreprise. C'est-à-dire, bien, ok, nous avons beaucoup travaillé en distanciel. Est-ce qu'on peut continuer à ne pas se connaître et travailler ensemble? Est-ce qu'on ne doit pas être beaucoup plus attentif? Alors, je sais bien que c'est une négociation avec l'impact du transport, hein, mais là, nous avons des marges de manœuvre absolument formidables d'une certaine manière, parce qu'on a l'embarras du choix. On va peut-être pas l'avoir très longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on fait de la chance des choix qui sont les nôtres? Qu'est-ce qu'on peut montrer comme mode de vie qui soit un peu plus encourageant pour la génération qui vient? On voit bien que c'est pas le mode de vie actuel qui convient. Donc, voilà, les entreprises sont donc sommées, si je puis dire, de forger encore une fois une écologie, une culture d'entreprise, hein, on disait autrefois, qui soit à la hauteur de la demande des jeunes, qui est la demande de sens, la demande de contribution, vous l'avez évoqué, contribuer à ce que ça participe du maintien de ce monde, hein, comme le disait Camus après-guerre d'ailleurs, puisqu'il considérait déjà que sa génération était une génération qui était consacrée
à maintenir le monde. Ben, mon Dieu, Mm. 70 ans plus tard, c'était encore plus vrai. Et donc, est-ce que nous sommes capables d'utiliser de manière judicieuse le numérique de manière maîtrisée? Ça me semble très important, la dimension de maîtrise. Mm. Michael, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, est-ce que justement l'intelligence du cœur, le courage, l'empathie, l'intuition sont des qualités Ouais. qui aident et dont les dirigeants ont besoin pour faire face à ces dérives, mettre des garde-fous, trouver un cadre résilient? Comment vous voyez ça de l'intérieur, notamment dans les usines? C'est intéressant Ouais. aussi un focus sur Non, ce secteur. c'est hyper intéressant parce que l'usine, pour moi, c'est un des derniers lieux en fait de l'espace économique où vous trouvez des gens qui sont d'univers très, très divers. Vous avez aussi les chantiers où c'est comme ça, mais vous avez des gens qui viennent vraiment d'horizons très diversifiés, aussi bien en termes de milieu social, d'origine, de genre aussi. Enfin, bon, c'est très très varié en fait. Moi, c'est ce qui me plaît dans l'usine en fait, c'est que ça reste un melting pot de personnes et donc qui travaillent au quotidien les uns ensemble. C'est un système très complexe, l'usine aussi avec des flux très complexes, des flux physiques, des flux d'informations. Donc c'est un environnement de travail qui favorise, qui dans la complexité favorise le dialogue en fait, parce qu'on peut pas, ne peut jamais résoudre un problème dans une usine seule. On a besoin toujours de 4, 5 ou 10 personnes. Et donc pour moi, le courage du dirigeant, d'avoir le courage d'aller dans l'arène en fait, c'est-à-dire de se dire que si on prend le parallèle par rapport au digital, où j'aimais bien ce qu'évoquait Dorothée sur le côté distanciel présentiel, qui est un débat qui est intéressant en ce moment dans plein d'entreprises, qui est un débat qui est pas basique en fait, comme beaucoup de débats, parce que quand vous discutez avec des gens qui sont plutôt pères ou mères de famille, qui ont beaucoup de transport quotidien, ils vont plutôt avoir tendance à vouloir plutôt continuer à favoriser le distanciel pour avoir des espaces de temps plus importants avec leur famille. En revanche, pendant le confinement, tous les gens qui ont entre 25 et 30 ans, qui sont célibataires, qui étaient dans un appartement de 20 mètres carrés, eux, ils étaient très impatients de retourner en présentiel. Donc, ces débats-là, ils sont jamais basiques, en fait. C'est-à-dire que ça va dépendre des personnes, ça va dépendre. Et donc, pour moi, la clé, c'est l'agilité et c'est la capacité pour le dirigeant à être suffisamment en empathie d'abord avec ses équipes pour bien comprendre comment est-ce que ces équipes sont segmentées et potentiellement il y a des gens qui pensent comme ci, des gens qui pensent comme ça et la solution n'est pas forcément unique, elle ne doit pas venir par le bas. Comment est-ce que j'implique mes équipes dans mes décisions et comment est-ce que je m'assure qu'il y a un principe de subsidiarité important qui est porté par une colonne vertébrale de dialogue, de performance, mais de dialogue pas seulement autour de la performance, mais d'une manière générale autour du comment est-ce qu'on vit ensemble en entreprise. Ça me paraît fondamental. Et aussi aux interfaces, parce que de plus en plus, en fait, on voit qu'il y a une forme de liquéfaction des connexions des entreprises. Hein, c'est-à-dire que c'est très continu ce qui se passe entre un fournisseur et un client. Et donc, ça doit se régler aussi sur la façon dont on travaille avec nos partenaires, dont on a de plus en plus besoin parce que le digital est un monde aussi où il y a de plus en plus d'expertise qui est nécessaire. Et donc, il faut que j'apprenne à travailler avec des partenaires. Donc, comment est-ce que moi, en tant que dirigeant, je m'implique dans ces relations avec mes partenaires en les respectant et aussi en mettant un cadre qui fait que chacun se sent épanoui et a l'impression de gagner en venant travailler pour l'entreprise ou comme partenaire de l'entreprise. Et je pense que les entreprises qui réussissent le mieux aujourd'hui, je le vois moi tous les jours, hein, c'est des entreprises justement qui ont des dirigeants qui sont inspirants pour leurs équipes. J'étais, tiens, exemple, la semaine dernière dans une petite boîte qui s'appelle Pink Mobility, là, qui refabrique des scooters électriques en France. Les dirigeants, c'est une boîte qu'ils ont créée il y a 5 ans et ils ont déjà une trentaine de personnes. Quand vous allez dans ce genre de boîte, ou même des boîtes plus grosses, par exemple, j'accompagne des clients comme Agronutris, Valrhona, c'est des gens qui portent tellement haut en fait leur mission et avec des dirigeants qui s'impliquent tellement sur le terrain, mais pas seulement avec leurs équipes, aussi avec leurs partenaires en amont. Par exemple, Valrhona, tout l'argent qu'ils gagnent dans leur transformation digitale, ils le réinvestissent dans leur chaîne de valeur pour s'assurer que les cacaotiers vivent bien. Donc ça, c'est un exemple typique de comment est-ce que le dirigeant a pensé de manière très globale, de bout en bout, son entreprise, en réfléchissant, quand je fais de la performance, comment est-ce que je réinvestis cette performance? Elle peut servir à mes équipes, elle peut servir à mes partenaires, elle va bien sûr servir à la société en général. Mm. Ouais, très, très intéressant. Et du coup, une question me vient par rapport à ça. Dorothée, je suis un dirigeant, une dirigeante d'une jeune entreprise, une petite entreprise. Je veux vraiment mettre en place un digital en conscience, j'ai envie de dire. Par quoi je commence? Quels sont les outils que je dois mettre en œuvre et vers qui je me tourne aussi pour avancer? Comment je fais concrètement? C'est quoi le mode d'emploi? Je dirais, là, c'est difficile hein, parce que le dirigeant, il est déjà dans un système où le digital s'impose à lui. S'impose à lui parce que les mails, parce que le site web, parce que donc voilà. Alors le site web, bah, parlons-en justement. Il peut être à faible empreinte environnementale. Ah, alors là, il y a des dilemmes. Vous allez éviter d'avoir trop de films, trop de choses je dirais, qui chargent les pages. Et donc, vous allez devoir penser un site web qui va pas forcément être le plus performant.
Donc là, je suis pas du tout sûre que déjà ça pose pas un problème de vitrine. Ensuite, se pose la question du recours au marketing et de comment est-ce que vous allez faire un système de marketing à grande ampleur ou pas, et quel usage des réseaux sociaux. Là, quelle va être l'éthique que vous allez utiliser pour ce type de démarche? Quels vont être les garde-fous que vous allez poser? Ça a été d'ailleurs des discussions importantes ce week-end à Marseille. Parce que si on pense forcément rapidement que le marketing, si on en a besoin, c'est qu'il faut forcer le consommateur. Donc là, il y a effectivement des points de réputation qu'il va falloir faire évoluer. Ensuite, va se poser le problème des usages de l'entreprise. J'ai évoqué tout à l'heure toutes les datas. Si vous voulez connaître les impacts de votre entreprise, vous allez devoir renseigner un certain nombre de choses. Et pour faire un suivi, vous allez aussi recourir à des systèmes d'information intégrés. Donc tout cela va devoir être structuré. Je pense par exemple à des entreprises agricoles qui vont demander à ce que leurs informations ne soient pas forcément accessibles directement à certaines communautés agricoles qui voudraient tout savoir sur tel ou tel agriculteur. Vous voyez, donc le droit à ne pas forcément avoir toutes les données accessibles dans n'importe quel cénacle. Donc vous voyez tous les niveaux de vigilance, à la fois de stratégie d'entreprise, mais surtout d'empreinte et d'éthique de l'entreprise. Voilà ce que je dirais de manière un petit peu générale, mais sans forcément avoir de solutions clés en main, bien sûr. Il y a des dilemmes, en fait. C'est ça qui est vraiment le point. Oui, des dilemmes, des nuances. Je pense que c'est un des leitmotifs de notre discussion aujourd'hui. Michael, sur ce point, vous, quels sont les ingrédients clés en rebond à ce que vient de dire Dorothée, à votre avis? Ouais, je crois que alors, des ingrédients clés, il y en a plusieurs. Pour moi, les dirigeants qui vont le mieux profiter de cette nouvelle ère, c'est des dirigeants qui vont, comme je le disais, être très connectés au terrain et qui vont donc passer un temps significatif dans leur agenda, jusqu'à 50% de leur temps à être avec les équipes, mais pas simplement pour serrer la main, pour comprendre dans quelle mesure le travail qu'accomplissent ces équipes est épanouissant ou pas, et du coup de soulager ce qu'on appelle les points de douleur du quotidien en proposant des outils, en étant vraiment impliqué personnellement. Enfin, pour le coup, je vais citer un exemple qui va être un peu en contradiction avec le débat, mais ce qui m'a frappé beaucoup quand j'ai passé du temps chez Tesla, et notamment que j'ai vu comment Elon Musk fonctionnait, c'est qu'il va être très très présent sur des sujets très précis à un moment donné pour bien comprendre ce qui se passe sur le terrain. Bon, je parle pas de la personnalité d'Elon Musk, qui fait très débat sur plein de choses, mais d'une manière générale, cette attitude-là d'un manager qui va pas seulement être perché pour prendre des décisions stratégiques, mais vraiment passer du quotidien à faire de l'observation active pour comprendre les points de douleur de ses équipes et les résoudre, c'est important. Et sur la partie client, c'est pareil en fait. Ce qui fait que ces produits-là, comme vous disiez Dorothée, sont des produits qui peuvent devenir addictifs, quel côté négatif, mais c'est aussi que ça soulage en général des problèmes de la vie quotidienne. Et pourquoi est-ce que ces produits sont aussi bien pensés? Si on pense à un iPhone par exemple, dont les gens peuvent effectivement plus se séparer, c'est parce qu'en fait, il y a eu des heures et des heures de ce qu'on appelle le design thinking, où en fait, on a des gens qui sont quasiment des spécialistes de l'étude des comportements humains, qui vont essayer de comprendre dans notre quotidien qu'est-ce qui fait qu'en fait, on va avoir besoin d'un produit à un moment donné qui va répondre à une aspiration du client. Maintenant, pour moi, la limite éthique, elle est dans quelle mesure, en tant qu'entreprise, je considère que là, je suis vraiment en train de résoudre un problème de la société grâce à mon produit, et dans quelle mesure est-ce que je suis en train de faire un produit uniquement pour créer une addiction qui va faire que derrière, j'aurai plus de revenus qui vont faire que mon entreprise va être profitable. Et en fait, ce curseur-là, il est difficile à positionner. Il va dépendre évidemment de chaque dirigeant, mais je pense qu'être déjà conscient de ça, c'est déjà une première étape pour pouvoir derrière avoir un effet positif dessus, quoi. Merci beaucoup. On n'est pas très très loin de la fin de notre discussion, donc je vais vous poser une ou deux questions ou trois rapides. Ensuite, on prendra une ou deux questions de nos auditeurs, auditrices qui sont là. Merci encore d'être parmi nous. Et puis après, on devra malheureusement, j'ai envie de dire, parce qu'on aurait pu rester des heures ensemble, tellement c'était passionnant, clôturer ce regard croisé. Le meilleur livre pour vous, pour faire découvrir un dirigeant ou une dirigeante, l'intelligence du cœur. Dorothée. Eh bien, le livre de Jean Giono, L'homme qui plantait des arbres, parce que on voit quelqu'un qui s'emploie au fil des jours à mettre en place une forêt, non pas pour lui, mais pour demain. Et je trouve que cette attitude témoigne
d'une projection de soi pour l'avenir, dans le futur, avec le plaisir évidemment de celui qui plante les arbres. C'est un très beau livre. Merci. Michael. Moi, un livre d'un tout autre genre, c'est Creativity Inc., qui a été écrit par le dirigeant de Pixar, qui s'appelle Ed Catmull, et en fait, qui explique dans ce livre comment est-ce que, quelque chose en quoi je crois beaucoup, comment est-ce qu'on se dépasse soi-même quand on est dans des phases de créativité, et qui explique comment c'est possible pour tout être humain d'avoir des phases de créativité. On dit souvent qu'il y a des gens créatifs, des gens pas créatifs. Moi, je pense totalement le contraire. Je pense que si on est mis dans les bonnes conditions, tout le monde peut devenir créatif. Et je pense que la créativité est un facteur d'épanouissement très important pour l'être humain, peut-être un des moteurs principaux de l'être humain, parce que c'est ce qui fait qu'on entreprend et qu'on s'épanouit derrière. Et donc, ce livre-là, il explique très bien aussi comment la créativité est itérative. Et donc, il y a l'effet qu'évoquait Dorothée de rebond, c'est-à-dire qu'on ne crée jamais à partir de rien, on crée souvent à partir de choses qui étaient déjà existantes. Donc, il y a une notion de transmission de l'humanité de proche en proche, mais même une œuvre d'art elle-même. Il explique comment, quand il crée des dessins animés, la première version du dessin animé est toujours très, très décevante, en fait. Et c'est en travaillant en équipe collectivement, autour de certains principes de créativité, qu'on finit par avoir un best-seller, ou au contraire, si on ne le fait pas suffisamment bien, on a quelque chose qui est très mauvais et qui ne se vend pas. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de choses qu'on est amené à construire dans la vie professionnelle ou dans la vie privée, mais de manière générale, d'accepter ce principe qu'on ne fait pas bon du premier coup, mais qu'on va pouvoir itérer pour améliorer, c'est quelque chose qui me paraît essentiel. Merci beaucoup. Et une seule question du questionnaire de Proust dans cette rubrique au cœur des livres, compte tenu du temps. Votre devise à chacune et chacun, si vous en avez une. Chez nous, à Tech for Life, notre devise, c'est quand économie et vivant font cause commune, en référence au bien commun. La réconciliation que j'évoquais tout à l'heure à travers le manifeste pour refonder le progrès, la réconciliation avec le vivant, le fait de remettre l'économie à l'intérieur de la biosphère et non pas la laisser partir dans une absence totale de contrôle, qu'elle soit vraiment une économie. Merci. Dorothée, Michael. Moi, je pense qu'il n'y a aucun problème qui ne peut pas être résolu par les hommes. Donc, je suis un peu de l'ancienne génération pour ça, parce que je crois que la nouvelle génération ne pense pas de la même manière, mais ça fait rien, je l'assume. J'en suis quand même convaincu. Et je suis persuadé que, comme je le disais avant, en fait, le cerveau humain a des capacités infinies et qu'on arrivera à résoudre les grands problèmes qui se posent à nous, même s'ils nous paraissent insolubles à date. Et j'aimerais bien qu'on ait un monde qui évolue vers qu'on finisse par plus avoir peur de ce problème de réchauffement climatique, parce qu'on finisse par y trouver des solutions et qu'on n'ait plus peur non plus d'évolution démographique. Parce que une des choses, moi, qui m'attriste beaucoup, c'est que les gens n'aient plus envie de faire d'enfants. Je trouve que c'est la pire catastrophe qui puisse arriver à l'humanité. Et ce que j'aimerais, c'est qu'à l'avenir, les gens aient à nouveau envie de faire d'enfants, des enfants, peut-être beaucoup. Que évidemment la société soit organisée pour que ça puisse fonctionner. C'est pas simple d'avoir des enfants, d'avoir beaucoup d'enfants, mais c'est pour moi un signe de bonne santé d'une société, qu'elle ait envie de continuer à exister et qu'elle soit confiante dans l'avenir. Et je pense que j'aimerais que la société évolue comme ça dans les années qui viennent. Voilà. C'est un très beau message. Soyons féconds, multiplions-nous. Je l'ai pas dit comme ça, mais. Non, mais je fais un petit rebond souriant. Une question pour chacun. Je prends encore, j'ai le courage ou en tout cas l'indiscipline de prendre 2-3 minutes. Je pense que ça en vaut la peine pour prendre des questions et pour clôturer ensuite ce regard croisé. Alors, une question pour vous, Dorothée, c'est est-ce que la triple comptabilité, la comptabilité en triple capital, pardon, n'est-elle pas un peu trop confidentielle pour que les ETI et les PME s'en emparent? Et pour vous, Michael, on a deux questions dont je fais une question qui est comment concilier finalement le développement digital et puis la sobriété énergétique, voire la décroissance. Voilà, une question chacun. Dorothée. Oui, très vite. Alors, oui, c'est tout à fait évident qu'actuellement, ces sujets de comptabilité sont de comptabilité augmentée, comptabilité écologique et sociale, sont très peu répandues puisqu'elles ne sont pas normées. Les cadres internationaux ne demandent pas ce type de choses. Néanmoins, dans le contexte actuel, vous avez pour les consommateurs Nutri-Score, Planet Score, Cyberscore, etc. Tout un tas de scores et qu'on va donc aller vers une gouvernance par les empreintes, et qu'au niveau réglementaire, nous avons déjà la taxonomie européenne, le reporting extra-financier, tout ça qui
oblige à rendre des comptes. Rendre des comptes, c'est déjà de la comptabilité. C'est, à un moment donné, ça va s'intégrer. Ça va s'intégrer parce que ça ne peut que faire sens, parce que ça nous permettra, avec un outil comptable augmenté, d'avoir des tableaux de bord, d'avoir des systèmes d'anticipation, de gestion du futur, qui seront éclairés par des comptabilités qui ne sont pas seulement basées sur le capital. Donc pour moi, si vous voulez, c'est confidentiel. Il y a beaucoup de choses en France. Profitons-en que nous ayons des écoles de pensée comme celle de la méthode CARE, parce que c'est une chance formidable. Et soyons féconds, féconds de diffusion du système, comme c'est en train de se passer avec la défense de la double matérialité qui est défendue par, là aussi, des Français à une échelle internationale. Et je crois vraiment beaucoup au puzzle qui fait qu'à un moment donné, cette espèce d'archipel fait que les milieux vont se connecter, que les ONG vont se battre pour les mêmes choses que les financiers, c'est-à-dire l'habitabilité de la terre, c'est-à-dire la viabilité des entreprises. Merci Dorothée. Je vais donc conclure, remercier évidemment toutes les personnes qui étaient parmi nous, qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis aujourd'hui. Remercier très chaleureusement Dorothée Brouez. Je rappelle l'un de ses livres, hein, L'urgence du vivant vers une nouvelle économie. Merci Dorothée. Remercier également, on voit votre livre, hein, Michael Valentin, qui malheureusement il a dû avoir un problème technique. 2034, bienvenue dans Perfect Life, 2 livres que je vous recommande. Celui de Dorothée, très documenté, vraiment un livre passionnant, et la dystopie de Michael. Quelques annonces importantes aussi pour nous, Hard Leadership University, donc le parcours de transformation, formation du cœur aux actes. Le prochain s'ouvre en septembre 2022. Vous êtes invités à vous inscrire sur le site internet. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au mois de mai. Donc, allez-y, précipitez-vous. Nous avons également la web-série de la Hard Leadership University. Le premier épisode est sorti. Cette web-série explore, en fait, les dirigeants explorateurs qui suivent le programme de transformation. Donc, c'est très intéressant de les voir évoluer, interagir sur ce parcours, dans ce cheminement. Donc, la prochaine sort bientôt. Nous avons aussi le plaisir de nous retrouver le 21 avril prochain pour notre 4e Regard croisé, on y prend goût, qui s'appellera « Quel nouveau leader pour un futur vivable ?» Voici encore un beau programme. Et nous allons avoir le plaisir d'accueillir l'un des co-auteurs de Basculons, le livre ou le cahier militant qui sort chez Actes Sud très bientôt, et puis un autre invité ou une autre invitée surprise qu'on vous dévoilera ultérieurement. Je termine enfin vraiment en vous remerciant chaleureusement pour votre présence et en vous donnant rendez-vous, je l'espère, à la prochaine édition. Continuons à prendre soin de nous et à œuvrer pour un futur plus durable et plus habitable, pour reprendre les termes de Dorothée. Merci beaucoup pour votre présence.